Tu te rappelles Samurai Pizza Cat? Pas du tout, je l'ai jamais vu. Bon, on nous l'a donné depuis un moment, faudrait peut-être se décider à regarder. Je sais, mais il paraît que la VF a tellement fait son propre truc de son côté qu'il faut regarder 2 fois, en VF et en VO pour connaître les 2 versions. Ce serait chiant, ça prendrait trop de temps. Cherche un truc plus simple. Ok, tu te rappelles les Chevaliers de l'Outre-Monde? Du coup, tu te rappelles les Chevaliers de l'Outre-Monde? Tu veux dire les défenseurs du rêve? Putain, je voudrais que tous ceux qui se plaignent de la VF de Digimon regardent un peu ça pour voir ce que c'est, un véritable massacre dans la VF. Tu dis ça parce que quand on regarde en VF, on n'y comprend rien tellement ça a l'air de n'avoir aucun sens. Mais dès qu'on vérifie ce que dit la VO, on constate que le sens global des répliques a plutôt bien été conservé. C'est pas le problème. Les Chevaliers de l'Outre-Monde est une énième série adaptée d'un jeu à collectionner, ici de cartes, impliquant des enfants du monde réel voyageant dans un autre univers et se liant d'amitié avec des monstres pour les collectionner, les dresser ou les faire combattre. Son titre original... Il faut savoir que... Oh, pardon, Pesmé. Ouais, Lionel, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je passais dans le coin, j'ai vu de la lumière, je me suis dit, tiens, je vais leur dire bonjour. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire au juste? Il faut savoir que lorsque Nintendo a voulu porter Pokémon dans le monde, il fallait aussi faire diffuser le dessin animé. Les ayants droit du dessin animé sont donc allés voir le spécialiste dans la matière, Saban, le cas de Power Rangers. Malheureusement ce jour-là il avait piscine, et c'est sa secrétaire qui a fait passer l'entretien. Et lorsqu'elle a vu Pokémon, sa réaction a été... Ça c'est de la merde, il faut pas le vendre. Et vu le succès qu'a eu Pokémon par la suite, Saban ne l'a jamais digéré. Du coup il a viré sa secrétaire et acheté les droits de diffusion de tous les animes qui ressemblaient de près ou de loin à Pokémon, afin de créer une concurrence. Le plus connu étant Digimon, mais c'est comme ça que les enfants comme moi, qui avaient Fox Kids à l'époque, ont pu connaître Metabot, Flink the Detective, Chinzo, et votre sujet de jour, les Chevaliers de l'Outre-Monde. Du coup, tu vas participer à la review avec nous? Hélas non, les Chevaliers de l'Outre-Monde est celui auquel j'ai le moins accroché. Mais c'est toi qui nous as recommandé cette série. Uniquement parce que j'ai retrouvé la VF par hasard. J'aurais préféré retrouver Metabot sous Flint. Attends, tu nous as recommandé cette série-là parce que tu avais trouvé sa VF? Là, je crois que ce serait le moment idéal pour t'enfuir en courant. Dieu que le temps passe vite. Il faut que j'aille à la soirée du youtubeur Edward. La prochaine fois, je prendrai mon Inator. Le titre original de la série est Moncole Knight. Moncole étant l'abréviation de Monster Collection, le nom du jeu de cartes. Il y a dans la VO un certain nombre de choses qui n'ont pas plu aux adaptateurs américains, dont la VF reprend la version. Ils ont donc fait des coupures drastiques au sein des épisodes. Vraiment drastiques. À la fin, il restait plus assez pour faire un épisode entier. Donc ils ont dû trouver une solution. Plus exactement, ils en ont trouvé 2. La première, qu'ils appliquent sur les premiers épisodes et quelques autres, c'est de regrouper ce qui reste de 2 épisodes tronqués en un seul, ce qui fait un seul épisode en 2 parties très rushées, racontant 2 anecdotes pas très bien connectées entre elles. À part le premier épisode que ça rend particulièrement drôle, ça donne pas un résultat très satisfaisant. Non seulement les événements s'enchaînent très vite, mais ces épisodes racontant de base en VO des situations assez rocambolesques, le fait de les rusher les rend vraiment beaucoup plus difficiles à comprendre. Cette méthode est utilisée 4 à 5 fois, surtout au début de la série comme je viens de dire, mais est fort heureusement assez vite abandonnée. La deuxième solution trouvée pour dissimuler la troncature des épisodes, c'est de remplacer les passages tronqués par des images recyclées d'autres épisodes et de meubler ces passages avec des dialogues humoristiques qui feraient passer la traduction de Nicky Larson pour du Victor Hugo. Ça, à la rigueur, c'est marrant, mais ça n'aide pas à rendre la série plus compréhensible. Je rappelle qu'elle est déjà assez rocambolesque en VO, et que ce choix d'adaptation n'aide pas à prendre ses repères dans cette ambiance loufoque. Au final, on s'est retrouvé à regarder chaque épisode en VF, puis à aller le revoir en VO pour vérifier ce qui était réellement dit. Et constater généralement que c'était en gros la même chose, avec juste un peu moins de blagues out of nowhere, un peu plus de détails, mais pas beaucoup plus de sens, car cette série est avant tout un gros délire parodique totalement décomplexé qui n'a pas l'intention de se prendre au sérieux le moins du monde. Ce qui tend à prouver que c'était peut-être pas la série à laquelle il fallait faire une traduction pareille. Mais bon, plutôt que de râler, je ferais mieux d'expliquer un peu ce que j'entends par là. Qu'est-ce que c'est donc ces passages si embarrassants qui ont amené les adaptateurs à couper des bouts entiers des épisodes pour remonter le tout façon monstre de Frankenstein? Principalement des passages sur Tenaka. Va falloir expliquer Tenaka. Ouais, va falloir expliquer Tenaka. Comment on va expliquer Tenaka?
Bon, avant d'expliquer Tenaka, parlons de ce qui est facile à expliquer. Déjà, nos gentils principaux sont 2 enfants de 8 à 10 ans. Et une fois n'est pas coutume dans ce genre de série, ils sont en couple dès le début. Oui, réellement en couple. Le gag les impliquant en VO, c'est qu'ils énervent tout le monde en étant mièvres quand ils sont ensemble. Les occidentaux n'aimant pas trop encourager les romances entre individus prépubères, la VF a essayé de biffer ces gags, pour se rendre compte assez rapidement que c'était trop omniprésent pour être réellement biffé et finir par les laisser quand même. L'autre truc qu'on a tenté de biffer alors que c'était pas franchement possible, c'est Tenaka. Va falloir expliquer Tenaka. Ouais, va falloir expliquer Tenaka. Mais parlons d'abord d'autre chose. En VO, il y a un narrateur. Il intervient, fait des commentaires marrants et se dispute parfois avec les personnages. C'est un gag assez courant dans ce genre de série. Il y a ça dans Pokémon aussi. Mais la VF a dû juger que ça faisait pas très sérieux parce qu'en VF, les rares moments de narration sont assurés par l'héroïne. Voilà mon école. C'est là que mon cerveau apprend à bien fonctionner. Je m'y sens bien grâce à mon ami Mondo. C'est assez dommage car le narrateur est un personnage rigolo. Il a un gimmick. Il interrompt toujours l'action pour dire « Attendez, je vais vous expliquer » pour donner tel ou tel élément de background sur l'univers ou les créatures qu'on a devant les yeux. En VF, ces infos sont données par les personnages et de manière souvent moins drôle mais surtout plus succincte, ce qui n'aide pas à adhérer au délire proposé par la série. Ce narrateur finit par apparaître face cam dans un épisode. C'est un petit bonhomme avec une boule en forme de haine à la place de la tête. Comme il n'existe pas en VF et qu'on ne connaît pas sa voix, le gag qu'est la soudaine apparition de ce personnage bizarre échappe complètement aux petits spectateurs français. Outre des choix un peu malheureux, on peut reprocher à cette VF un léger manque de rigueur, comme des personnages qui échangent de voix le temps d'une réplique. Ah oui, ça nous a évité de l'entendre chanter. Mais ça reste épisodique, et si on accepte les coupures, ce qui est dit en VF est toujours assez proche de ce qui est dit en VO, de sorte qu'un français et un japonais qui se raconteraient l'histoire l'un l'autre s'y retrouveraient globalement. C'est juste qu'en étant plus imprécise, la VF donne l'impression de n'avoir aucun sens, même quand elle dit la même chose que la VO. On va quand même reconnaître à cette VF un truc. Elle est drôle. Elle n'a aucun scrupule à rajouter des blagues, et ces blagues sont souvent hilarantes. Ça peut être une phrase absurde inspirée par l'image à un moment où la VO disait une platitude. Ça me rend malade d'entendre ça. Et puis il me faut un bon shampoing contre les pellicules. L'insertion de bruitage out of nowhere. Ou des ajouts dignes de la rambarde de Ken le survivant. Et dès que cette ville sera à moi, je vais rendre la danse du hula hoop officielle. C'est pas juste. J'ai oublié mon cerceau à la maison. On va envoyer ce calamar dans un restaurant japonais. Si on vous dit qu'on est venu acheter un canapé parce que c'est moins cher qu'ailleurs, vous nous croyez? Non. Ça n'a pas l'air d'aller très fort pour toi. On dirait que tu t'es fait piétiner par une foule de femmes en furie un jour de solde. T'en fais beaucoup de solde. Moi, jamais. On notera aussi quelques tentatives de relocalisation, comme cet épisode où un personnage insiste sur le fait que s'il a mauvaise haleine, c'est parce qu'il a mangé du saucisson à l'ail, alors qu'on a bien vu au début de l'épisode que c'était de la soupe aux nouilles. Mais du coup, cette VF, on la recommande ou pas? J'en ai aucune espèce d'idée. Au final, on a choisi de regarder en VF et d'aller vérifier ensuite ce qui se passait en VO chaque fois qu'un truc nous semblait vraiment trop bizarre. On va dire que la VF, on la recommande, mais avec des avertissements. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut dire de l'ensemble de la série. On recommande, mais avec avertissement. Quand on a commencé à regarder, j'étais plutôt déstabilisée. Au final, on a passé un bon moment devant, mais va savoir si c'est pas le même genre de bon moment que ceux qu'on passe devant la nuit d'Anarland. Allez, c'est quand même une série rigolote et mignonne avec de l'action et des monstres. Oui, la énième du genre est pas la plus exceptionnelle. L'univers est moins développé que dans Digimon, l'histoire est moins intéressante que dans Monster Rancher, le côté autoparodique est moins drôle que dans Pokémon, et l'ensemble est moins marquant que Yu-Gi-Oh! Mais cette série a quand même son truc à elle. Un côté extrêmement délirant, complètement décomplexé, qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. C'est un véritable ovni qui me fait regretter d'avoir qualifié d'ovni toutes les séries que j'ai qualifiées d'ovni jusqu'à présent. surtout, par rapport à toutes les séries que tu viens de citer, c'est une série qui mérite qu'on en parle parce que personne ne la connaît. Elle n'a eu de succès nulle part. Trop sérieuse pour ceux qui voulaient quelque chose de drôle, trop drôle pour ceux qui voulaient quelque chose de sérieux, trop féminin pour les garçons, trop masculin pour les filles, trouve-t-on sur internet quand on essaye de se renseigner. Trop atypique, trop unique, trop étrange. Et surtout, c'est une série avec Tenaka. Il faut expliquer Tenaka. Comment on va expliquer Tenaka? Si on veut expliquer Tenaka, il faut d'abord expliquer l'histoire. Enfin, l'histoire, façon de parler. Il faut expliquer l'histoire si tant est qu'il y a une histoire. Si on devait résumer le pitch, on dirait que c'est pas besoin de s'embêter à expliquer l'univers, vous savez comment marche une série de monstres? La série. Même en VO, les minutes consacrées à l'exposition sont minimales. Et malgré la présence d'un narrateur très enthousiaste pour nous expliquer ce qu'il veut bien, les règles de la série se déduisent plus qu'elles ne s'apprennent. En étant attentif, on peut à peu près reconstituer de quoi ça s'agit.
Nous suivons le quotidien de Rokna, Rokuna en VO, et Mondo, même nom en VO, a priori 2 petits écoliers japonais ordinaires à quelques détails près. Déjà, comme dit plus tôt et malgré la tentative de la VF de passer ça sous silence, ils sont en couple, et passent leur temps à embarrasser les camarades en se regardant avec des yeux de merlan frit, tout à leur bonheur d'être ensemble. Ça leur vaut d'ailleurs la rancœur de leur instit, Naomi Lune, Namiko Gokumari en VO, qui ne supporte pas d'assister aux mièvreries de ses élèves alors qu'elle-même n'a jamais eu de petite amie en 29 ans d'existence. Mais ce n'est pas la seule particularité de Rokna et Mondo. Déjà, là encore, malgré la tentative de la VF de le passer à la trappe, Rokna a un don parapsychique qui lui permet de détecter les ondes négatives et les mauvais esprits qui volent autour de ses camarades. Ensuite, Mondo est un collectionneur passionné de cartes de monstres, une collection en vente dans cet univers, les cartes de monstres de l'Outre-Monde. Mondo n'est pas le seul dans l'entourage de Rokna à être passionné par ce jeu de cartes. Le père de celle-ci, le professeur Hiragi, un scientifique excentrique sacrément allumé et pas très recommandable, partage cette passion. Mais Hiragi ne veut pas se contenter de collectionner les cartes, lui. Il cherche carrément le moyen d'ouvrir un passage vers l'Outre-Monde pour y rencontrer les monstres en vrai. Bien sûr, il y arrive dans les premières minutes du premier épisode. Premier temps mort. La série ne dit pas comment Hiragi et tous les autres personnages savent que l'Outre-Monde est un monde parallèle et pas un univers de fiction inventé pour un jeu de cartes. La nouvelle ne semble surprendre personne, même pas les plus petits civils du monde des humains. Donc ça doit être un fait connu que le jeu de cartes commercialisé est basé sur les monstres d'un monde parallèle qu'on a pour l'instant réussi à observer mais jamais à visiter. Toujours est-il qu'à force de recherche et d'acharnement, Hiragi réussit dans le premier épisode à ouvrir un portail éphémère vers l'Outre-Monde. Le logo du portail a été redessiné en Occident pour des raisons assez compréhensibles. Les Japonais sont quand même un peu candides sur certains trucs. Si le logo de l'Outre-Monde est une étoile à 6 branches en VO, c'est parce que l'Outre-Monde est constitué de 6 royaumes. Le royaume de la terre, le royaume du feu, le royaume de l'air, le royaume de l'eau, le royaume de la pureté et le royaume démoniaque. D'ailleurs, son nom en VO est Six Gates, le monde des 6 portes. Les portails créés par Hiragi ne peuvent s'ouvrir que dans des laps de temps brefs, et impliquent des conditions particulières et un vaisseau spécial pour être traversé. Le grand espoir d'Hiragi est d'arriver à ouvrir un portail permanent pour permettre aux 2 mondes d'échanger leurs ressources, d'améliorer la vie de chacune de leurs 2 populations, et obtenir un prix Nobel dans la foulée. Parce que bon, c'est pas non plus un idéaliste, il se soucie avant tout de son propre profit. Pour créer ce portail permanent, Hiragi a besoin de collecter dans l'Outre-Monde 6 parures de monstres, Mon Item en VO. La VO, comme la VF, sont extrêmement imprécises sur ce qu'est une parure de monstre. Les 2 versions donnent jusqu'au bout l'impression qu'il y en a des tonnes juste bien cachées, mais qu'il en faut seulement 6. Cependant, au final, il y en a 6 en tout et pour tout. Ces objets, collectés en affrontant des monstres puissants, émettront, une fois rassemblés, suffisamment d'énergie pour établir une passerelle entre les 2 mondes. Ne pouvant se lancer seul dans cette collecte, Hiragi recrute Fissa, sa fille, et le petit ami de sa fille. Il leur procure même des tenues d'aventuriers pour ça, que tout le monde s'accorde à trouver particulièrement ridicules, surtout les intéressés, mais qu'ils enfileront quand même sans rechigner chaque fois qu'ils partiront à l'aventure, puisque la séquence où ils le font est recyclée. Lors de leur premier voyage dans l'Outre-Monde, Rokna et Mondo discutent avec quelques autochtones qui leur expliquent que les pouvoirs parapsychiques de Rokna seront très utiles ici, car ils lui permettent d'entrer en contact télépathique avec tous les monstres de l'Outre-Monde. Lorsqu'elle est en compagnie de Mondo, ses pouvoirs peuvent même lui permettre, à condition de prononcer une formule magique, de les faire fusionner, elle et Mondo, avec un monstre allié pour augmenter sa puissance et ainsi vaincre les monstres hostiles. Je suis pas complètement sûr de comment ça marche, mais visiblement, les connaissances de Mondo sur les monstres, développées en collectionnant le jeu de cartes dans son monde à lui, sont indispensables pour permettre à cette fusion d'être efficace, car c'est lui qui maîtrise les stratégies à appliquer au moment de l'action. Ce pouvoir va se révéler fort utile, car Hiragi et compagnie ne sont pas les seuls dans la course aux parures de monstres. Face à eux, il y a Exantro, le Conte Collection en VO, un scientifique allemand, ancien camarade de fac d'Hiragi, qui visiblement est son ancien souffre-douleur et rival, mais qui a dû pas mal travailler avec lui sur ses projets de passerelle vers l'Outre-Monde, car depuis son Allemagne natale, il a réussi à construire exactement le même dispositif qu'Hiragi, et le même genre de vaisseau pour aller dans l'Outre-Monde chasser les parures de monstres. Lui aussi donc espère ouvrir un portail permanent entre l'Outre-Monde et la Terre, mais il compte bien se servir du monopole que ça lui donnera sur les ressources accessibles pour conquérir le monde des humains, et en devenir le tyran incontesté. Pour compenser le fait de ne pas avoir de pouvoir parapsychique, il a un rayon schizo, Hypno-Ray en VO, qui lui permet de contrôler les monstres qu'il rencontre. Il se fait accompagner dans ses expéditions par ses 2 sbires, Batch et Gluko, et occasionnellement par son vieux serviteur, Tenaka. Comment expliquer Tenaka? On expliquera plus tard Tenaka, nous n'avons pas fini d'exposer les règles de base de la série. Il y a un début et une fin, et un fil rouge qui avance très lentement avec la collecte des parures de monstres, mais dans l'ensemble, la série n'est pas une série à suivre. Chaque épisode raconte l'aventure du jour, autonome par rapport aux autres, et aura la même structure. On commence par une brève scène de vie quotidienne impliquant Rokna et Mondo, souvent à l'école, qui ne va nulle part parce que nos héros sont presque tout de suite whoopés par le professeur vers son labo, d'où il a trouvé l'emplacement éventuel d'une parure de monstre dans l'Outre-Monde, et réclame l'assistance des 2 enfants pour aller la récupérer en dépit de leur vie scolaire et personnelle. A noter que son aspirateur à Rokna et Mondo est particulièrement puissant, il peut les aspirer même depuis la plage. On enchaîne
sur une scène recyclée montrant les héros rejoignant leur vaisseau en faisant un numéro de trapéziste et activant le portail pour rejoindre l'Outre-Monde. On reviendra sur ce qui se passe dans cette séquence. Ensuite, on enchaîne sur une scène de vie quotidienne des méchants en Allemagne, impliquant généralement Tenaka. On y reviendra pour expliquer Tenaka. Cette scène est interrompue par l'un des sbires, généralement Gluco, qui repère le potentiel emplacement d'objets de monstres déjà détectés par Iragi à la scène précédente. On enchaîne sur une autre scène recyclée montrant les méchants rejoignant leur vaisseau et voyageant vers l'Outre-Monde, exactement comme l'ont fait les héros. En VF, il n'y a pas vraiment de différence entre les lancements des gentils et les lancements des méchants. En VO, c'est une autre paire de manches. On y reviendra. Il y a vraiment plein de trucs qu'il faut qu'on vous explique sur les méchants, il n'y a pas que Tenaka. Méchants et gentils se retrouvent dans l'Outre-Monde et sont furieux de se retrouver face à face. Méchants et gentils utilisent leur détecteur à monstres pour trouver des monstres puissants dans le coin. La VF tente dans un premier temps de censurer le détecteur des méchants parce que c'est un tanuki donc le montre le moins possible, pour finalement se résoudre à simplement le présenter comme un ours. Les méchants hypnotisent un monstre avec leur rayon hypnotisant pour les faire attaquer les gentils convainquent un autre monstre de fusionner avec eux grâce au pouvoir de Rokna, les gentils gagnent, les méchants sont renvoyés dans le décor façon la Team Rocket qui s'envole vers d'autres cieux, et à la fin de l'épisode, on détermine si oui ou non il y a une parure de monstres à trouver dans les parages. Généralement non. Il y a 46 épisodes en VF et 51 en VO, mais seulement 6 objets à trouver pour faire avancer l'intrigue principale. La plupart du temps, héros comme méchants rentrent bredouille. L'épisode se termine souvent avec les gentils toujours dans l'Outre-Monde, leur scène de vie quotidienne du début d'épisode n'ayant eu aucune conséquence sur la suite et n'ayant servi à rien. Les méchants, rentrés sur Terre dans leur château en Allemagne, se font punir de leur échec par Tenaka. Faudra expliquer Tenaka. Comment expliquer Tenaka ? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que rien qu'en vous disant tout ça, on vous explique déjà plus de choses que ne le fait la série, toutes versions confondues. Les épisodes sont des prétextes à introduire des monstres et les faire se battre entre eux, mais sans forcément trop détailler leurs caractéristiques et les règles du combat. Le jeu est un jeu de cartes façon carte Magic. Un des épisodes est un tournoi qui reprend un peu les règles de ce jeu de cartes, il faut envahir le territoire de l'adversaire. Il n'y avait pas forcément matière dans le jeu de base à un univers très élaboré, et ça n'a pas forcément intéressé les scénaristes de développer davantage. Ils avaient juste envie de faire une grosse comédie parodique. Ou nanardesque, ou les deux à la fois, on sait pas trop. Ce côté difficile à cerner est la raison pour laquelle on ne sait pas s'il faut vous recommander la VF. Elle est plus dynamique, mais sa façon de présenter les choses donne l'impression que l'intrigue n'a aucun sens. Donc, si vous avez besoin de pouvoir suivre les épisodes sans tiquer sur des détails imprécis toutes les 2 secondes, regardez la VO. Si vous n'avez pas besoin que ça ait du sens et que vous voulez juste rigoler, la VF vous conviendra. Il est difficile de savoir quelle option est la plus conforme à ce que cherche à faire la série, si la VF perfectionne son projet, ou si au contraire elle part dans quelque chose de différent de ce qu'ont voulu faire les auteurs. Il y a une volonté parodique, c'est sûr, mais je suis pas certaine de pouvoir être exhaustive sur tout ce dont c'est la parodie. Déjà, la rampe de lancement du vaisseau des héros qui, pour être déclenchée, implique d'ouvrir en 2 le sol de tout le quartier, école comprise, sans qu'on ait la moindre idée de comment Iragi a pu modifier comme ça un établissement recevant du public et obtenir l'autorisation pour le faire, parce qu'on suppose quand même qu'il a demandé l'autorisation, ça doit être une parodie de Mazinger Z. Les couleurs du vaisseau et les images de la rampe de lancement, avec la piscine notamment, sont trop similaires pour que ce soit anodin à mon avis. À moins qu'il y ait une convention générale dans les animés japonais de à quoi doivent ressembler les rampes de lancement des héros. Sinon, dans l'ensemble, on a l'impression que la série est à la fois une parodie de Pokémon, qui je le rappelle est déjà une parodie, de Digimon, de Monster Rancher, et de Yu-Gi-Oh! Qui a également, je le rappelle, déjà des éléments de parodie. Il y a peut-être aussi un peu de Shinzo. Sans compter les éléments visuels qui sont peut-être des références, mais on n'en est pas sûr. À ton avis, les 3 petites fées du royaume de la Terre, c'est une référence au Super Nana ou pas ? Je sais pas. Et puis soyons honnêtes, en matière de référence, il doit y avoir vraiment beaucoup de choses qui nous échappent. Des choses qui sont plus évidentes pour les japonais que pour nous. Quoi qu'il en soit, si cette série est une parodie, ce n'est pas uniquement une parodie, c'est aussi un cartoon. Les personnages y survivent à des choses qui devraient être mortelles pour un être humain normalement constitué. Après, est-ce que les personnages sont des êtres humains normalement constitués ? Faudrait peut-être les présenter pour le dire. On commence par les méchants ? Ça implique d'expliquer Tenaka. Ok, on commence par les gentils. Ils sont donc 3, si on ne compte pas l'instit célibataire qui fait l'objet des moqueries du narrateur dans les scènes de vie quotidienne qui introduisent l'épisode. Le professeur Iragi, Rokna et Mondo. Iragi, bien qu'étant le seul adulte du groupe, est le plus immature des 3. Il a beau avoir inventé une technique sophistiquée pour visiter un monde parallèle, il est maladroit, la scène recyclée de décollage en vaisseau le montre systématiquement se cognant contre le mur, il est irréfléchi, égocentrique, peu soucieux de mettre en danger la vie et les résultats scolaires de sa fille en la mobilisant pour ses projets,
et il a également un goût douteux pour la mode, car les tenues de travail qu'il conçoit pour Rokna et Mondo, chaque fois que quelqu'un les commande, c'est pour insister sur combien elles sont ridicules. Ça arrive plus souvent en VF qu'en VO, mais ça arrive dans les deux versions. Je sais pas trop pourquoi, elles ont rien de particulier, c'est des tenues de personnages d'animé, voilà tout. Hiragi doit quand même être gentil, puisqu'il ne projette pas de se servir de son invention pour conquérir le monde comme Exantro. Ok, il compte bien amasser fortune et gloire une fois son projet accompli, mais en mettant son invention à disposition de l'humanité pour améliorer ses conditions de vie. Il compte bien prendre sa part du gâteau, mais il compte pas garder le gâteau pour lui tout seul. On va dire que c'est déjà bien. C'est quand même pas un gars très sympathique. Quand il est en proie au doute et qu'il déprime devant ses multiples échecs et le temps que ça lui prend de réaliser son rêve, ce qui lui remonte le moral est d'assister aux échecs sentimentaux de l'instit de Rokna et Mondo, parce que ça lui permet de voir qu'il y a de pires losers que lui. On ne se demande pas pourquoi sa femme a divorcé et ne donne plus aucune nouvelle. On se demande par contre pourquoi elle lui a laissé la garde de la gamine. Ça devait pas être une personne très nette non plus. Ne te risque pas trop à en dire du mal, car c'est sans doute d'elle que Rokna tient ses pouvoirs parapsychiques. On voit pas comment ça pourrait lui venir de son père. Le fait qu'elle sente les auras et les mauvais esprits, même dans le monde réel, n'est évoqué qu'en VO. Mais en tout cas, son pouvoir ne lui vient pas de l'outre-monde. Elle est réellement née avec des dons de médium, qui trouvent une application inattendue quand son père l'emmène dans une autre dimension. Soit à cause de ça, soit à cause du fait qu'elle est devenue très tôt le seul adulte du foyer, elle est surtout caractérisée par son bon sens et sa maturité. Sa maturité... Elle se montre parfois assez insensible envers son père, et elle peut piquer des colères très violentes. Elle a les meilleures raisons du monde pour ça. Son père est un irresponsable qui la mobilise pour ses recherches sans trop lui demander son avis, et se préoccupe à peine de son bien-être. Quant à ses colères, elles sont plutôt justifiées. Oui. Comme on vous a dit, Mondo et Rokna sont en couple. En VO, c'est un gag. Ils passent leur temps à minauder ensemble au grand désespoir des autres personnages. Et au final, la VF a renoncé à censurer cet état de fait. Le petit problème, c'est que Mondo est polygame. Et zoophile, puisque dans sa polygamie, il craque non seulement pour les humaines de l'outre-monde, puisqu'il y en a, comme dans Monster Rancher, mais aussi pour des monstres d'aspect humanoïde qu'il drague ouvertement devant sa copine, sans le moindre état d'âme. Ensuite, il est tout étonné de se prendre une patate dans la tronche de la part de la dite copine, qui, contrairement aux Hera et autres jalouses de fiction, sait que quand on est trompé par son petit ami, c'est le petit ami qu'il faut frapper, pas la fille draguée qui a rien demandé. Il y en a 2-3 qui sont un peu demandeuses quand même. Elles n'ont généralement pas conscience que Mondo est déjà en couple, celui-ci se gardant bien de les prévenir. Bref, je dirais pas que Rokna a mauvais caractère, je dirais que son copain lui donne toutes les raisons de s'énerver. D'autant qu'en tant que dragueur, il est quand même assez affligeant. J'ai seulement peur d'être allergique à toi parce que ça me démange de partout. Tous les aspects de la romance sont un gag dans cette série. À part dans 2-3 moments dramatiques nécessaires pour l'attention des derniers épisodes, n'espérez pas de scènes très mignonnes. Et encore, même dans ces derniers épisodes, Mondo assume pleinement sa polygamie, clamant son amour pour Rokna en même temps que son amour pour toutes les Williamettes qui passent. Et jusqu'au bout, ce n'est présenté ni comme un défaut, ni même comme une mauvaise chose. La mise en scène n'aide pas le spectateur à comprendre ce qu'il doit en penser. Rien que le fait que Mondo a en permanence un pansement sur la tête, il nous semble qu'il n'est jamais précisé que c'est à cause des patates dans la tronche qu'il reçoit de la part de Rokna. Il y a bien un épisode sur le sentiment d'insécurité que ça procure à Rokna d'avoir tant de rivales potentiels, mais comme absolument tout le reste, ça ne sert qu'à amener un gag. La polygamie de Mondo est sans doute l'aspect le plus remarquable de sa personnalité. À part ça, il a le caractère qu'on peut attendre. Il est extrêmement enthousiasmé par le fait d'explorer l'outre-monde et partir à l'aventure, et surtout par le fait de rencontrer en vrai les monstres de ses cartes à collectionner. Cet enthousiasme est même plus prononcé que dans Monster Rancher, où le fait que Genki connaisse déjà le monde des monstres parce que c'est un jeu vidéo dans le sien est vite oublié. À part son infidélité en amour, Mondo est plutôt gentil, se souciant de la sécurité des civils et des créatures en détresse qu'il rencontre. Il a un nom de famille qui n'est évoqué qu'une fois. A priori, il n'a aucun pouvoir, c'est Rokna qui en a. Mais la présence de Mondo est indispensable pour lui permettre d'utiliser pleinement ceci. Question de soutien moral, je suppose ? En VF, la formule qu'ils doivent prononcer pour fusionner avec les monstres en vue d'un combat, qui n'est qu'une série d'onomatopées en VO, a été traduite par « Ensemble, nous les vaincrons », pour bien insister sur le fait que c'est en tant que couple que Rokna et Mondo peuvent se battre efficacement. Bizarre de ne pas en avoir fait un couple plus uni du coup, mais à bien y réfléchir, ce choix scénaristique n'est pas aussi difficile à comprendre que Tedaka. Faudra expliquer Tedaka. Plus tard. Rokna et Mondo, à part leur tenue d'exploration choisie par le professeur et dont tout le monde s'accorde à dire qu'elles sont ridicules, ont des armes, dont je m'accorde à dire qu'elles sont ridicules, mais que personne ne critique là pour le coup. Rokna a une espèce de ruban de gymnaste à la solidité et la longueur appropriée pour toutes les situations, et dont elle se sert comme d'un lasso pour attaquer ses ennemis quand elle doit se battre au corps à corps avant qu'on en arrive à l'étape de l'épisode où elle et Mondo vont fusionner avec le monstre. Mondo, lui, a un... comment peut-on appeler ça ? Je sais pas, mais l'extrait. Tiens, attrape ça! C'est toi qui m'as dit de mettre l'extrait. Je sais, mais... Bon, bref,
Mondo a ça. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une arme très efficace. En tout cas pour les débuts d'épisode. Les choses se corsent toujours suffisamment pour qu'elles deviennent insuffisantes et qu'on soit obligé de passer à l'étape de la fusion. Donc je disais, en plus de leur costume que tout le monde trouve ridicule sans que je sache pourquoi, et de leur arme que personne ne trouve ridicule sans que je sache pourquoi, Rokna et Mondo ont un dernier élément qui complète leur panoplie de super-héros. Une chorégraphie. Une chorégraphie. On défendra les monstres contre le mal. Et on maintiendra la paix dans les deux mondes. Vive Mondo et Rokna, les défenseurs du rêve. Oui, c'est vrai que leur tenue n'est pas géniale. Par contre, cette chorégraphie est fantastique. Tout le monde s'accorde à dire qu'elle est classe. Par contre, elle nécessite impérativement d'être faite du haut d'une butte et après avoir été hors cadre pendant tout le début du slogan. Ce qui fait que, quel que soit le lieu, quel que soit le décor, vous verrez toujours une butte ou autre hauteur apparaître comme par magie au milieu de la scène pour que Rokna et Mondo fassent leur chorégraphie. En VF, elle a une autre particularité. Les héros s'y autoproclament les défenseurs du rêve, pas les chevaliers de l'outre-monde. Il faut attendre un grand nombre d'épisodes avant que les dialoguistes se disent que ce serait peut-être bien de respecter le titre et de leur faire dire qu'ils sont bien les éponymes chevaliers de l'outre-monde. On est Rokna et Mondo, les chevaliers de l'outre-monde. Et encore même passé ce point, ils continuent d'alterner avec l'ancienne version. Tu as dit que la chorégraphie était le dernier élément de leur panoplie de super-héros, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a leur vaisseau aussi. Un beau vaisseau bleu, blanc, rouge, ce qui prouve bien que c'est le vaisseau des gentils, en forme de dragon avec des ailes déployables, qui bien sûr rendrait très bien en jouet, et contient tout un tas de super équipements prévus pour les situations les plus imprévisibles. C'est Mondo qui le pilote. Mondo est considéré comme la personnalité principale du groupe de héros. On ne sait pas pourquoi, vu que c'est ni lui qui a construit le vaisseau, ni lui qui a les super pouvoirs. C'est lui qui est fan du jeu de cartes et connaît bien les monstres. Bien que ce soit une série à statu quo, les épisodes finissent quand même par essayer de donner corps à cet état de fait en introduisant le concept d'invoquer des monstres à partir des cartes. La VF souligne que ça sort de nulle part. Oui, ce monde est plein de surprises. Et d'ailleurs, il y en a tellement qu'il faudra regarder les 34 prochains épisodes pour les connaître toutes. Tous les personnages peuvent le faire, mais c'est Mondo qui le fait le plus. Il y a cette volonté malgré tout de le désigner comme le personnage auquel le spectateur doit s'identifier. Peut-être. En tout cas, c'est lui qui pilote. Il y a aussi un mini-vaisseau utilisé pour les missions d'exploration, qui est piloté alternativement par Rokna, Mondo ou le professeur. Je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur les gentils, parlons des méchants. Et en premier lieu, de Tenaka. Il faut expliquer Tenaka. Il faut vraiment expliquer Tenaka. Le groupe de méchants a, à première vue, une structure assez classique. Il y a toujours, dans un trio de méchants, un chef, un sidekick méchant et un sidekick gentil et bête. Pour la Team Rocket, il est dur de déterminer si le chef est Jesse ou Miaus, c'est James le gentil et bête, mais en général c'est ça. De fait, le groupe de méchants, quand on le rencontre, c'est un trio. Le chef, Excentro, un allemand élégant et excentrique, et ses deux sidekicks, Batch et Gluco, sur lesquels on reviendra. Plus quelques monstres qui vont se joindre à eux et servir de gag d'arrière-plan façon excellent, Gampifleur ou Culbutoke. Mais à chaque épisode, au début, alors que ces méchants sont tranquillement en train de préparer leur nouvelle mission de méchants sans embêter personne, un quatrième personnage fait soudain irruption au milieu d'eux et bugle sur le chef des trucs totalement sans rapport avec le schmilblick au sujet de la nécessité d'être viril comme un vrai japonais. Ce quatrième type, c'est Tenaka. Takenaka Shuzaemon en VO. En VO, le problème de Tenaka, c'est qu'il est un vieux domestique de la famille d'Exentro depuis des années, et a promis à Feu, le père d'Exentro, d'éduquer son fils et d'en faire un homme viril, selon la tradition japonaise, malgré le fait qu'Exentro soit allemand. Demandez pas, c'est déjà bien assez difficile à expliquer comme ça. Problème, en grandissant, Excentro est devenu un jeune homme mince, élégant, prudent, et sa passion quand il n'est pas en train d'essayer de créer une passerelle vers l'outre-monde pour devenir maître de celui des humains, c'est de cultiver des roses et d'en extraire l'essence pour produire du parfum. Le vieux domestique est outragé par ses activités par trop féminines et s'efforce dans chaque épisode d'imposer à son employeur des exercices destinés à lui forger un caractère plus masculin. Excentro n'est donc que trop heureux, lorsqu'un monstre possédant potentiellement une parure est détecté, de fuir dans l'outre-monde au prétexte de la mission du jour pour échapper à son tortionnaire. Las, on n'échappe pas à Tenaka. Tenaka voit tout, Tenaka est partout. En dépit de tout bon sens, il peut surgir à n'importe quel moment et par n'importe quel endroit, de préférence le moment le plus improbable et l'endroit le plus improbable, pour engueuler son maître de ne pas être conforme à l'idéal masculin japonais qu'il s'est promis de lui apprendre à être. Tenaka ne suit aucune règle. Il se fiche de la mission que s'est fixée son maître, sauf quand il tient beaucoup à ce qu'il la réussisse. Il pousse son maître à réussir ses objectifs, sauf quand il s'y oppose parce qu'il trouve ses objectifs futiles. Il ne fait que des apparitions brèves dans l'outre-monde, sauf quand il reste tout l'épisode. Il reste en dehors de l'action, sauf quand il intervient activement dedans. Et puis surtout, il a la tronche la plus absurde qu'on puisse concevoir pour un personnage de dessin animé. Tenaka, c'est Kirikou enfant mais en vieux avec des oreilles de Bouddha.
Le type qui m'a dessiné ça, je sais pas si c'est un génie ou s'il était juste bourré ce jour-là. La VF a essayé d'atténuer le côté macho des discours de Tenaka, et les invectives du vieux serviteur deviennent des reproches de ne pas être un super vilain assez efficace. Mais à l'instar de la relation de Rokna et Mondo, ça pouvait pas vraiment être camouflé, et ce qui dérange réellement Tenaka dans l'attitude de son maître reste quand même assez compréhensible. Si compréhensible est un adjectif qui peut être utilisé quand on parle de Tenaka. L'honnêteté nous oblige à préciser qu'en VO, à la première introduction d'Exentro dans la série, le narrateur le désigne d'un qualificatif que le fansubber avait traduit par gay. Or, des épisodes tardifs nous donnent à penser qu'Exentro n'est pas indifférent à la jante féminine, et la proximité d'hommes séduisants ne lui plaît franchement pas. Donc soit le terme est mal traduit, soit les auteurs n'avaient aucune idée de ce que le terme gay signifie. Il y a un épisode où il a l'air d'en pincer pour Mondo. Les dialogues parlent d'amitié virile, mais la mise en scène visuelle n'a pas tout à fait la même connotation. Le terme employé en VO semble être Okama, ce qui dans One Piece est traduit par Travelo. Le terme péjoratif veut visiblement dire les deux, gay ou travesti. À ton avis, quand on dit que la série est trop féminine pour les garçons et trop masculine pour les filles, c'est Exentro qui est trop féminin et Tenaka qui est trop masculin? Peut-être, j'en sais rien, mais c'est quand même un peu n'importe quoi. Les reproches de Tenaka sont exagérés. Même en faisant abstraction du fait que ça n'a rien de problématique pour un homme d'être efféminé, franchement, Exentro est loin d'être le personnage d'animé le plus efféminé que j'ai jamais rencontré. En termes de méchant de pacotille qui tente de conquérir le monde par le biais de ses sbires féminines pendant qu'il reste les bras croisés, Il Palazzo n'est pas tellement plus masculin, et personne ne vient le faire chier, lui. Se regarder dans le miroir, cultiver des roses et fabriquer du parfum sont à peu près les seuls trucs un peu doucereux qu'on voit Exentro faire. À part ça, il vit quand même dans le château de Dracula et fomente des plans pour conquérir le monde. Tenaka devrait faire un stage dans l'univers des chevaliers du Zodiaque. Il en ferait une apoplexie. Mais du coup, le résultat, c'est qu'on passe énormément de temps d'épisodes sur les scènes de vie quotidienne des méchants, plus que sur les scènes de vie quotidienne des héros. Attendu que Tenaka passe déjà pas mal de temps à pourrir la vie d'Exentro sans que Rokna et Mondo aient besoin de le faire, que les motivations d'Exentro ne sont qu'à peine légèrement plus antipathiques que celles d'Iragi, et que ses initiatives échouent généralement plus à cause de Tenaka, de sa maladresse ou de ses sbires qu'à cause des héros, ce qui devait arriver arrive. Exentro est un personnage plus captivant que les héros. Et la série le sait, elle le fait exprès. Dans chaque épisode, il y a 2 séquences recyclées. La séquence de décollage du vaisseau des héros vers l'outre-monde, qui consiste en Rokna, Mondo et le professeur passant dans des couloirs pour atterrir dans leur vaisseau, l'école se coupant en 2 pour permettre à la rampe de lancement de sortir et le vaisseau décollant, et la séquence de décollage du vaisseau des méchants, tout en or et en forme de lion. La rampe de lancement sort du jardin de rose d'Exentro, puis le vaisseau est expulsé sur des rails de grand 8 pendant un parcours assez long, afin d'atteindre le passage vers l'outre-monde. La séquence des gentils est parfois meublée de dialogues de remplissage en VF, mais jamais en VO. La séquence des méchants est meublée en VO, par la lecture du courrier des téléspectateurs. Je suis sérieuse. On a essayé de chercher, mais impossible de savoir si les cartes postales lues pendant ces séquences sont de vraies cartes postales envoyées par les fans du jeu de cartes ou de la série, ou si ce sont des messages inventés, et dans ce cas, pourquoi? Parfois, l'auteur de la carte postale raconte sa vie, mais beaucoup de ces messages sont juste des encouragements à Exentro pour accomplir son projet de conquête du monde. D'autres sont des perles de sagesse. Une fois, la carte du jour suggère un plan d'action à Exentro pour réussir à s'emparer d'une parure de monstre. Exentro applique le plan dans l'épisode. À la fin de chaque épisode, quand le groupe des méchants est vaincu, ils s'envolent vers d'autres cieux façon Team Rocket. Mais au lieu de crier une fois de plus la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux, ils crient « Envoyez-nous vos cartes postales ». Toujours est-il que le problème, c'est qu'en dépit du fait que son but est de conquérir le monde, et de la façon dont il maltraite les monstres qu'il rencontre, Exentro est un personnage attachant. Déjà, il subit les maltraitances de Tenaka, ce qui lui attire notre sympathie. La conclusion de l'épisode n'est jamais une scène de vie quotidienne chez Mondo et Rokna, c'est toujours une scène dans le château d'Exentro, où Tenaka fustige Exentro pour son échec du jour, et il lui impose un exercice physique très difficile, généralement sans rapport avec le schmilblick, pour développer ses muscles et sa volonté. D'ailleurs, Exentro ne se laisse pas maltraiter que par Tenaka. Ces 2 sbires sont vachement familières avec lui. C'est clairement plus des amis que des sbires. Comme j'ai dit, dans un trio de méchants, il y a généralement le chef, un sidekick méchant et intelligent, et un sidekick gentil et bête. Le sidekick méchant, c'est Batch, Batchy en VO. Elle est méchante au même degré qu'Exentro, c'est-à-dire suffisamment pour servir d'antagoniste au héros, mais pas assez pour être antipathique au spectateur. Elle a des sourcils épais et un look un peu sportif. Elle fait quelques remarques de bon sens quand il y en a besoin, mais elle n'est pas plus intelligente qu'Exentro. C'est un peu la Jack William Dalton du groupe de méchants. Du coup, son rôle dans l'histoire est généralement de donner la réplique à Exentro et de commenter la situation. Gluco... c'est autre chose. Gluco en VO, c'est Harale de Dr. Slump. Littéralement. Elle est toujours un peu à l'ouest, elle a jamais l'air de comprendre ce qui se passe, mais elle ne se laisse démonter par rien, atteindre par rien. Elle est incroyablement forte, elle ne souffre ni du chaud, ni du froid, ni de la fatigue quand Exentro et Batch en souffrent.
Et elle est épargnée par toutes les punitions de Tenaka, alors que Badge doit les subir en même temps qu'Excentro. Ce qui est en soi bizarre, puisque c'est des exercices destinés à rendre viril. Mais bref, Gluco est épargnée. En outre, c'est à elle qu'on demande de consulter l'encyclopédie de l'Outre-Monde pour avoir des informations sur le monstre du jour. D'où ma théorie. Gluco, c'est un robot. Gluco, c'est Harale de Dr. Slump. Si tu veux. Et à la question que vous posez tous, à savoir... Je me demande comment elle est sans ses lunettes. La réponse est comme ça. Badge et Gluco sont un peu les doubles de Rokna et Mondo. Déjà, elles ont une chorégraphie elles aussi et sont aussi rapides pour changer de vêtements que nos héros. Mais surtout, elles ont des armes similaires. Badge a le même... truc que Mondo. L'histoire ne dit pas ce que Badge et Gluco ont à gagner à travailler pour Excentro. Gluco est bonne patte donc elle peut s'être juste laissée entraîner dans l'histoire sans protester, mais Badge a trop de caractère pour se laisser faire facilement, et toutes deux se montrent quand même particulièrement motivées pour faire de leur patron le maître du monde. Et c'est pas juste par affection, vu que le jour où Excentro est séparé d'elle, tout le monde est super content. Hiragi est aussi séparé de son groupe le même jour, et Rokna et Mondo en sont tout aussi ravis. Franchement, il y a très peu de différences objectives entre Hiragi et Excentro. C'est juste deux rivaux de fac qui s'affrontent. C'est limite si on n'espère pas qu'ils finissent ensemble. Ils finiront pas ensemble, puisque la love interest d'Excentro est plus ou moins l'instit célibataire de Rokna et Mondo. Je crois. On a expliqué Tenaka, mais il va falloir expliquer l'instit. Oui, comment dire. Cet instit est le personnage principal des scènes de vie quotidienne côté gentil. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit le personnage principal. Rokna et Mondo n'ont rien à demander à la vie. Ils sont déjà ensemble, arrivent Dieu sait comment à avoir de bonnes notes à l'école malgré leurs activités extrascolaires, surtout Rokna, et sont heureux dans leur vie, excessivement heureux, la série en fait un gag. Les scènes de leur côté vont donc se centrer sur le dépit et la frustration de leur instit, Naomi Loon, qui n'a jamais eu un petit ami en 29 ans, et dont le narrateur aime beaucoup se moquer à cause de ça. Et pourquoi ? Aucune idée, mais la série ne cherche pas à faire semblant. C'en est au point que la scène pré-intrigue se fait parfois sans Rokna et Mondo. La série ne cherche pas à faire semblant. Je crois que le coup des scènes de vie quotidienne qui sont souvent sans rapport aucun avec l'intrigue, et qui donc impliquent souvent l'instit célibataire quand elles n'impliquent pas Tenaka, c'est peut-être une parodie des séries contenant une part sitcom et une part fantastique liées entre elles de façon parfois un peu artificielle. Ce serait donc une façon de dire, ces autres séries font semblant que ça a un rapport, ben nous non, on fait pas semblant. Et donc, alors qu'on pense avoir enfin compris que c'est juste un gag de début d'épisode qui restera constamment hors intrigue, arrive un épisode où l'instit est accidentellement emporté par le vaisseau des héros, se retrouve dans l'outre-monde, est prise pour un monstre par la machine à détecter les monstres d'Excentro, vit quelques aventures, et est convaincue à la fin par ses élèves que tout ça n'était qu'un rêve. Après, on revient à la situation habituelle de l'instit qui n'est là que pour être la souffre-douleur du narrateur dans les scènes pré-intrigue. Puis, tardivement, arrive un deuxième épisode où l'instit part en vacances en Allemagne, rencontre par hasard Excentro et en tombe amoureuse. La réaction d'Excentro face à ses sentiments n'est pas très claire. Il n'a pas l'air indifférent, il est flatté par son intérêt et il apprécie sa cuisine, mais c'est une connaissance de Rokna et Mondo, et il finit par croire, à tort, qu'elle a été envoyée par eux pour le piéger et la rejette pour cette raison-là. Pas une autre, qui serait plus explicite sur le fait qu'il n'était de base pas intéressé. Il conserve sa photo à la fin de l'épisode. Autant dire que Mademoiselle Loon est, dans toute la série, ce qui se rapproche le plus d'une intrigue amoureuse impliquant Excentro. Mais ça ne sera pas concrétisé. On ne s'attend pas à ce que ça le soit. Et la série étant ce qu'elle est, on n'attend pas grand-chose de la fin. C'est sans doute pour ça qu'elle est étonnamment satisfaisante, plus satisfaisante que celle de Digimon Ghost Game. Attends, pourquoi tu compares à Digimon Ghost Game d'un seul coup ? Digimon Ghost Game ça a rien à voir. Digimon Ghost Game est une série plus sérieuse, plus travaillée, plus profonde, plus réussie sur bien des aspects. Mais il y a moyen de comparer les fins. Vois-tu, Digimon Ghost Game, en dépit de sa qualité, c'est une série pas à suivre qui promet un vague fil rouge sans jamais le développer outre mesure, exactement comme le fait les Chevaliers de l'Outre-Monde. Au fur et à mesure que la série avance, elle a beau avoir de très bons épisodes, il devient évident que ce qui déterminera si la série est bonne ou mauvaise, c'est la façon dont ce fil rouge promis mais jamais entamé sera traité. Et il devient également évident que ce fil rouge ne sera jamais traité avant les 2-3 épisodes de fin. C'est ce qui se passe. Et comme on était en droit de le redouter, ce final est loin d'être à la hauteur de toutes les attentes que la série nous a conditionnés à avoir. Le personnage teasé pendant toute la série est juste un rigolo qui passait par là par hasard et ne fait pas grand chose. Le problème évoqué est facile à résoudre. Et le boss final est loin d'être aussi charismatique que les ennemis du jour rencontrés tout le long de la série. Ça rend rétrospectivement tout Digimon Ghost Game inintéressante. C'est exactement ce qui ne se passe pas dans les Chevaliers de l'Outre-Monde. Bah ça c'est parce que, comme tu l'as dit, on n'attend rien de la fin. Parce qu'on n'attend rien de la fin et parce qu'elle apporte quand même quelque chose. Elle apporte ce que la fin de Digimon Ghost Game aurait dû apporter. Un enjeu légèrement plus sérieux que celui qu'on a poursuivi pendant toute la série et un ennemi légèrement plus redoutable que ceux qu'on a affrontés au sein des épisodes, en dépit des gros efforts de la VF pour le décrédibiliser. Je déteste
déteste les gâteaux. Alors vous êtes sans doute là pour me donner le dernier objet de monstre. Elle fait aussi en sorte de faire revenir tous les personnages introduits au fil des épisodes pour donner à cette intrigue légèrement plus sérieuse un aspect conclusif et de faire intervenir la plupart des thèmes abordés durant la série. Si elle arrive à faire ça, c'est parce qu'elle avait au départ mis la barre moins haut que Digimon Ghost Game. Mais ce que j'en retire, c'est que Digimon Ghost Game aurait été une série formidable si elle avait cherché à faire un final dans ce genre-là. Moi, cette fin m'a étrangement évoqué celle de Clonoa 2. Il est question de vouloir tout détruire en ouvrant la porte vers un 7ème royaume caché, un 5ème dans Clonoa, porteur d'un concept négatif. Ce qu'il y a aussi, c'est que la méchante principale de Clonoa 2, Léorina, trouve dans les Chevaliers de l'Outre-Monde un équivalent, Gabriel. À vrai dire, la série a tout un pan sérieux, dont on n'a absolument pas parlé, qui est à peine en toile de fond dans les épisodes, et qui fait intervenir des anges et des dragons spéciaux qui représentent chacun un des secteurs de l'Outre-Monde. Mais on n'en a pas parlé parce que c'est vraiment totalement anecdotique au regard de ce que proposent concrètement les épisodes. Des aventures parodiques pleines d'action et surtout d'humour. Ce pan de la série a ses propres règles, et surtout son propre méchant qui n'est pas Excentro. Or c'est ce pan qui forme l'architecture de la fin de la série. Comme, et tu as raison, dans Digimon Ghost Game, où là aussi le pan de l'intrigue de Gullus Gamamon et des Digimon noirs ne sert qu'à ça, servir étant déjà un bien grand mot. En tout cas, la fin des Chevaliers de l'Outre-Monde était parfaite pour cette série où il ne se passe rien. Parce qu'une fois le danger écarté, il ne s'est rien passé. On repart pour de nouvelles aventures comme si tout ça n'avait été qu'un épisode du jour. Alors qu'on vient de sauver les deux mondes. Ça me semble correspondre tout à fait à l'état d'esprit des autres épisodes. La seule chose qui me frustre, c'est que ni la relation Hiragi-Excentro, ni l'arc personnel de Mademoiselle Lune ne trouvent de conclusion. Ça aurait risqué de faire quelque chose de sérieux et de touchant dans cette série qui tient à être 100% humoristique. Je sais pas si ça se voulait 100% humoristique. En VO, la musique fait quand même musique de série sérieuse. Les Japonais sont toujours sérieux dans leur choix de musique, même dans leurs séries les plus drôles. Mais puisqu'on parle de musique, comme vous vous en doutez, la version occidentale a également changé l'ambiance musicale. Généralement, quand on fait ça, il est assez facile de déterminer laquelle des deux ambiances on préfère. Là, je saurais pas le dire. Les deux ont chacune un style à elles, et les deux apportent quelque chose de différent aux images qui sont mises en scène. À part que je suis toujours aussi peu fan des chansons de J-pop casées sur les scènes cruciales, j'ai ressenti le même degré de satisfaction en écoutant les deux. Quoi qu'il en soit, dans les Chevaliers de l'Outre-Monde, l'histoire, l'univers et les personnages ne sont absolument pas développés. La parodie est drôle, mais c'est pas à cause de son degré d'élaboration. On peut pas dire qu'elle soit franchement recherchée. Et la conclusion finale était qu'il n'y avait besoin ni d'humour élaboré, ni d'éléments scénaristiques développés. L'intérêt de la série est sa drôlerie totalement dépourvue de prétention et de prise de tête. La série est tout ce qu'elle a envie d'être, sans état d'âme ni complexe. Donc elle est dure à définir. Les Chevaliers de l'Outre-Monde, c'est impossible à expliquer. Aussi impossible à expliquer que Tenaka. Et parce que c'est impossible à expliquer, la VF n'a pas su quoi faire et a fait n'importe quoi. Comme dit précédemment, la question de savoir si c'était un choix pertinent pour cette série reste ouverte. Ça dépend de vos attentes et d'à quel point vous avez besoin que le délire ait quand même un peu de sens et quelques temps de respiration. Nous vous en laissons juge d'après notre résumé. Pour d'autre part, le visionnage de ces deux versions de la série nous permettent d'affirmer que, parce qu'elle est si atypique tout en étant très spontanée, les Chevaliers de l'Outre-Monde, Mancole Knights, méritent qu'on s'en souvienne. Et comme vous verrez dans une prochaine vidéo, pas la pire qui m'ait été donnée de voir cette année. Pour autant, il y a quand même pas mal de choses à en dire. Ok ? C'est des Chevaliers de l'Outre-Monde que... Oui, c'est des Chevaliers d'Outre-Monde que ça parle.